Dans cette vidéo, je vais vous parler de qu'est-ce que vous pouvez faire en lien avec vos liquidités enregistrées. Et par liquidité enregistrée, ce que je veux dire par là, c'est tout ce qui est en lien avec une structure fiscale dans le sens d'un CELI, d'un REER, d'un REI, CRI. Donc, vous comprenez tous ces types de structures-là qui donnent habituellement des avantages fiscaux. Donc, en réalité, la première question à se poser quand on veut regarder qu'est-ce qu'on peut faire avec les liquidités enregistrées est de déterminer si vous avez la possibilité de transférer ces liquidités-là. Et c'est un point très important parce que si vous n'avez pas la possibilité de les transférer, à ce moment-là, vous n'avez pas beaucoup d'options. Donc, il faut prendre le temps de vérifier cette information-là pour déterminer si vous avez la possibilité de transférer la totalité du montant, juste une partie ou pas du tout. La raison de pourquoi vous ne pouvez pas transférer les liquidités, des fois, c'est pas nécessairement parce que vous ne pouvez pas, c'est peut-être des fois aussi parce qu'il y a tellement de frais pour les sortir que ça vaut pas le coup de le faire. Donc, en réalité, c'est dépendant des options d'investissement que vous avez sélectionnées dans le passé, ça peut faire en sorte que vous avez des frais ou pas nécessairement la possibilité de les sortir pour les transférer ailleurs. Comme par exemple un CPG dans une institution financière, si vous avez pris un CPG d'un an, avec un taux d'intérêt donné, il faut laisser les liquidités là-dedans. Sinon, à ce moment-là, soit vous allez avoir des pénalités, soit vous n'avez pas vraiment la possibilité de le sortir, de le transférer. Même chose quand il est en lien avec, quand on fait affaire avec on va dire des conseillers financiers. Je vais utiliser ce terme-là parce que c'est plus simple, mais en réalité, c'est pas un terme légal. En fait, il y a plusieurs types de personnes. Donc, je vais juste utiliser ce titre-là pour désigner tous ceux qui peuvent placer des liquidités pour vous pour faire l'investissement. Donc, ça se peut que vous fassiez affaire avec un conseiller financier et que lui, dans le cas de pouvoir se faire rémunérer, il l'a mis dans ce type de placement spécial qui fait en sorte qu'il a reçu une commission et que vous devez garder les liquidités dans ce type de placement-là pendant un nombre de temps donné. Et si vous ne le faites pas, là, à ce moment-là, vous allez avoir des pénalités que vous allez devoir payer pour pouvoir ressortir les liquidités de ce placement-là et les transférer ailleurs. Donc, c'est pourquoi c'est important de déterminer la quantité que vous avez de disponible pour pouvoir les transférer. Et là, quand on parle de transférer, c'est de pouvoir peut-être les transférer d'une institution financière à une autre. Donc, vous devez regarder ça parce que peu importe le montant que vous avez, il peut être énorme. Si vous n'avez pas la possibilité de transférer à ce moment-ci, il n'y a pas beaucoup d'options pour vous. Donc, en réalité, c'est la première chose qui est à faire. Ensuite, il faut regarder le pilier dans lequel que vous êtes. Donc, en réalité, les piliers, c'est quoi? C'est plus la quantité de liquidité que vous avez, que vous faites transférer, qui va faire en sorte que vous avez accès à différentes sources d'investissement, différentes options d'investissement. Alors, je vous ai fait un petit tableau ici pour que vous puissiez les voir. Donc, un petit tableau où est-ce que vous voyez différentes colonnes en lien avec si vous avez moins de 10 000 $, si vous avez entre 10 000 et 50 000, entre 50 000 et 100 000 et plus de 100 000 $ à investir qui est transférable. Bon, on s'entend que si vous avez, mettons par exemple 200 000 et là-dessus, il y a seulement 20 000 qui peuvent être transférés, là à ce moment-là, vous avez beaucoup moins d'options, même si vous avez un énorme montant. Donc, ici, vous devez prendre en considération le montant que vous pouvez transférer pour déterminer les options d'investissement. Donc, à tout moment, peu importe le montant que vous avez toujours la possibilité de faire de l'investissement autonome. À ce moment-là, c'est que vous pouvez vous-même acheter des actions, les revendre. Donc, techniquement, vous ouvrez un compte autogéré près d'une plateforme de ce sens-là pour faire vous-même vos investissements. Vous avez aussi la possibilité de faire ça avec les crypto-monnaies, donc faire de l'acquisition et la vente de crypto-monnaies. Donc, techniquement, vous êtes autonome là-dedans. Donc, il n'y a que vous et potentiellement la plateforme avec laquelle que vous utilisez pour faire la gestion. Donc, ça peut être très intéressant pour ceux qui ont les connaissances et la gestion émotive nécessaire pour être capable de faire l'autogestion de ces investissements. Mais ça, peu importe le montant que vous avez cette possibilité-là. Ensuite, les produits qui sont proposés par les institutions financières. Donc, si vous regardez avec votre banque, souvent cette banque-là va vous proposer de faire des petits investissements ou d'ouvrir des comptes pour être capable d'avoir un investissement ou un rendement un petit peu plus élevé que si vous étiez dans un compte chèque conventionnel. Parce qu'on s'entend, les comptes chèques, ça fait rien. En fait, vous perdez de l'argent. Donc, il offre des CPG, il offre des placements à court, moyen terme. Donc, il y a plusieurs options. Donc, ça, à ce moment-là, peu importe le montant d'argent que vous avez la possibilité
d'investir à travers les différents produits de vos institutions financières ou de votre institution financière. Donc, ça aussi, c'est à regarder, mais ça, c'est celui qui prend le moins de gestion possible. C'est tout géré par l'institution financière pratiquement. Ensuite, il y a les fonds communs en gestion active ou passive. Et là, vous voyez, il y a un petit crochet orange dans la colonne pour les moins de 10 000 $. Techniquement, peu importe le montant d'argent que vous avez la possibilité d'investir dans les fonds communs, que ce soit de la gestion active ou passive. Gestion active, c'est surtout que on fait affaire avec une firme qui a des gestionnaires qui font des placements, qui eux font de l'analyse pour essayer de découvrir qu'est-ce qu'il faut qu'ils vendent, qu'est-ce qu'il faut qu'ils achètent, puis peut-être gérer un peu tout ça. Et passive, en fait, c'est de faire comme vous suivez un fonds, vous suivez un indice et que tout est évalué selon cet indice-là. Donc, assez passif, où il y a aussi la possibilité de faire affaire avec des robots là, qui gèrent un peu tout ça, mais c'est un passif actif, ça là, dépendant. Donc, techniquement, peu importe le montant que vous avez cette possibilité-là. Mais le pourquoi que j'ai mis un petit crochet jaune-orange pour les moins de 10 000 $, c'est qu'en fait, souvent, vous devez faire affaire avec un professionnel. Bon, c'est certain que si vous investissez avec les fonds communs, dans les fonds communs via votre institution financière, là, on se pose pas de questions, mais là, je parle de, on va dire, des conseillers financiers qui sont, on va dire, privés. On va dire ça comme ça. Qui ne travaillent pas pour une institution financière, donc techniquement, c'est vous qui les payez. Alors, ceux-là, vu que c'est vous qui les payez, faut comprendre que leur rémunération, il y a deux façons. C'est soit vous leur donnez un montant d'argent, soit c'est un pourcentage des fonds qui sont placés. La majorité du temps, c'est un pourcentage des fonds qui sont placés. Et là, l'affaire, c'est que vu que c'est un pourcentage qui est habituellement, on va arrondir, mais ça peut varier de bien des choses, mais habituellement, c'est à peu près 1%. Mais si on parle de 1% de 5 000 $, on parle de 50 $ par année de commission. C'est pas beaucoup. Okay? Donc, vous comprendrez que si vous avez des petits montants, ça se peut que le service que vous êtes à faire soit pas le plus personnalisé et le meilleur et qu'il n'y aura pas énormément de mouvements. Pour 50 $ par année, dans l'exemple d'un 5 000 $, c'est vraiment pas gros parce que de toute façon, la paperasse, la gestion et le temps à gérer tout ça, que ce soit un 5 000 $ ou un 50 000 $, c'est presque la même affaire. Donc, on s'entend qu'il y en a qui vont vouloir gérer beaucoup plus activement ceux qui ont des plus gros montants et prendre en charge les personnes qui ont des plus gros montants. Donc, oui, en bas de 10 000 $, vous avez la possibilité de faire affaire avec ces conseillers-là, mais ne vous attendez pas à un service, on va dire, les plus personnalisés. Disons ça comme ça. OK? C'est certain qu'il y en a beaucoup qui vont le faire quand même, et pas parce que c'est une commission qui est intéressante, mais parce qu'ils vont avoir espoir que le montant en gestion qu'ils vont avoir avec vous va grossir à travers les années et à un moment donné, ça va devenir suffisamment intéressant. Donc, c'est une façon de faire pour attirer les clients. Donc, c'est pour ça qu'il y en a qui vont le faire. Donc, si vous avez plus de 10 000 $, donc à partir de 10 000 $, à ce moment-là, vous avez accès au marché dispensé. Le marché dispensé, c'est quoi? En fait, vous connaissez probablement les actions, qui est le marché public. Donc, fait acheter et vendre des actions. Le marché dispensé, en réalité, c'est comme un marché privé. En fait, c'est des entreprises qui ont besoin de liquidités. Et plutôt que de rentrer dans tout le gros processus hyper coûtant pour se retrouver sur le marché public et de pouvoir vendre des actions, à ce moment-là, eux, vu qu'ils ne veulent pas mettre énormément d'argent parce que c'est souvent des centaines, voire millions que ça coûte pour faire partie du marché public. Et il y a certaines entreprises qui ont juste peut-être besoin de 500 000 ou 1 million, donc ça ne vaut pas le coup d'investir 1 million pour être public, pour aller chercher 1 million. T'sais? Donc, le marché dispensé, c'est un marché privé qui a une dispense de prospectus. Je ne vais pas rentrer trop dans le légal et les termes spécifiques, mais en gros, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire toute la paperasse comme s'il était public. Donc, vous avez la possibilité d'investir
dans des entreprises qui vont vendre soit des actions ou des obligations de leur société ou de leur entreprise dans le but d'aller chercher les liquidités qu'ils ont besoin pour faire leur expansion, acheter le matériel qu'ils ont besoin ou faire pour atteindre les besoins qu'ils ont pour faire grossir l'entreprise. T'sais. Donc, ça c'est intéressant, mais il y a des frais reliés au marché dispensé parce que quand on a des liquidités enregistrées, c'est une structure légale, donc on peut pas juste dire je vais acheter des actions avec mon REER des actions de telle entreprise. Non, parce que vu qu'ils sont enregistrés puis il y a une structure fiscale, si vous les sortez pour investir, vous allez avoir de l'impôt à payer. Donc pour garder le tout enregistré, il faut faire affaire avec un trust et transférer l'argent dans le trust, puis à partir du trust pour pouvoir faire les accessions, soit des actions ou des obligations de ce type d'entreprise-là. Donc, il y a des frais. Et liés aux frais qui sont pour ce trust-là et par rapport à la gestion, j'aurais pu le mettre en orange parce que en réalité, vous pouvez le faire dès que vous avez $1, mais par rapport à tous les frais qui sont liés à ça, ça vaut pas le coup d'investir dans le marché dispensé en bas de 10 000 $. Donc, à partir de 10 000 $, vous pouvez investir là-dedans et avoir accès à des entreprises qui offrent des rendements, des types d'investissements intéressants. Ce qui est pertinent du marché dispensé, c'est qu'il n'est pas corrélé avec la bourse. Donc, la bourse pourrait crasher, puis le marché dispensé allait super bien, puis le marché dispensé pourrait aller mal, et le marché public, la bourse, pourrait aller super bien, puis des fois, ça pourrait être sensiblement pareil. Alors, c'est une diversification qui peut être intéressante. Je sais que j'ai eu par le passé beaucoup de gens qui ont été dans le marché dispensé pour investir dans des entreprises qui font de l'investissement immobilier. Donc c'est très populaire, c'est peut-être probablement l'option qui est la plus populaire. Mais c'est ça c'est dans le marché dispensé, donc ça n'a pas de lien nécessairement avec la bourse. Bien que si l'économie va mal, ça se peut que les entreprises dans lesquelles que vous avez investi peuvent aller mal aussi. Alors, ce qui peut être intéressant avec le marché dispensé, c'est que souvent, ce qui arrive, c'est que les entreprises le savent, qu'ils doivent compétitionner avec les fonds communs conventionnels. Donc, souvent, ce qui arrive, c'est qu'ils vont offrir des rendements fixes ou variables qui sont souvent plus alléchants que qu'est-ce qu'on est capable de retrouver habituellement dans les fonds communs. Donc, si vous avez des liquidités, vous pourriez les investir dans le marché dispensé et aller chercher un certain montant là-dedans, puis garder une autre partie de montant, peut-être dans les fonds communs ou dans les autres options. Mais ça permet de faire une certaine diversification et de faire en sorte d'avoir des placements différents avec des rendements qui peuvent être relativement intéressants également. Maintenant, quand on est rendu à 50 000 $ et plus, là, à ce moment-là, il y a la possibilité de faire du prêt hypothécaire. Encore là, il faut qu'on garde les liquidités dans un trust, dans une structure, pour être capable de s'assurer que quand on va faire du prêt hypothécaire, on ne va pas prendre l'argent, le sortir du REER, puis là, faire le prêt. Non, on veut garder les liquidités enregistrées pour ne pas avoir d'impôts à payer dessus. Donc, à partir de 50 000 $, vous avez la possibilité de faire du prêt hypothécaire. Donc, en gros, c'est quoi? C'est qu'une personne va avoir un immeuble, a besoin de liquidité pour diverses raisons, et il y a de liquidité suffisante sur son immeuble. Donc, plutôt que d'aller à la banque ou voir un prêteur privé, à ce moment-là, il pourrait venir vous voir vous. Pourquoi qu'il viendrait vous voir vous? En réalité, c'est plus vous qui allez faire les démarches pour dire que vous avez des liquidités à prêter. Mais pourquoi qu'il prendrait vous plutôt qu'un autre? Diverses raisons. Peut-être que votre taux d'intérêt va être suffisamment intéressant comparé aux prêteurs privés. Peut-être qu'il ne veut pas aller avec une institution financière parce qu'il y a des raisons particulières par rapport à son crédit, par rapport aux prochaines demandes de financement qu'il a besoin. Donc, il ne veut pas aller refaire tout un... Tu sais, des fois, l'équité qu'on est capable d'aller chercher, tout le processus chiant à faire avec les institutions financières fait en sorte que pour aller chercher les liquidités, ça devient trop problématique. Donc, il y a plein de raisons. Là, je ne vais pas toutes les énumérer, c'est propre à chacun. Mais en gros, l'idée de tout ça, c'est que vous avez vos liquidités enregistrées et vous trouvez des personnes qui ont besoin de liquidités puis qui ont de l'équité sur une propriété et vous faites du prêt hypothécaire qui peut être du premier, deuxième, troisième rang. Et de cette façon-là, vous êtes capable de déterminer le montant d'intérêt que vous allez chercher à vos clients. Donc ça peut être assez pertinent. Donc une autre façon de diversifier, si vous avez plus de 50 000 $, donc ça permet de faire de l'investissement immobilier presque directement sans nécessairement toucher
vous-même à l'immobilier. Donc ça peut être assez intéressant. Et à partir de 100 000 en réalité, le 100 000 c'est pas un barème fixe. C'est plus une question... en fait, tous les barèmes qui sont là, tous les 10 000, 50 000, 100 000, c'est pas quelque chose qui est coulé dans le béton. C'est juste que à partir de ce montant-là, les frais qui sont reliés à toute cette gestion-là peuvent être plus intéressantes dans cette nouvelle sorte de placement-là. Puis si on serait en dessous, ça serait moins intéressant. Mais dans le cas de la gestion privée, encore une fois, c'est pas un montant fixe. Ça dépend des personnes. Mais habituellement, à partir de 100 000 on a accès à de la gestion privée et on a accès à des fonds qu'on n'a pas accès en temps normal si on a moins de 100 000, si on a un portefeuille de moins de 100 000. Et on a souvent accès à un service plus personnalisé et plus poussé et une équipe réellement qui sont là, vu que c'est des montants plus élevés. Donc, si vous avez plus de 100 000 à ce moment-là, la gestion privée pourrait être intéressante et si eux sont suffisamment bons, ils vont probablement utiliser votre 100 000 puis le répartir dans plusieurs types d'investissements pour avoir une certaine diversification. Donc, dans tous les cas, là je vais juste fermer ça ici. Donc, dépendant les cas, dépendant le montant que vous avez, donc dépendant le palier que vous êtes, vous avez différentes options. Donc, à ce moment-ci, ce que vous devez faire, c'est de regarder... Oups. Excusez-moi, juste un petit problème. Vous devez, en fait, vous informer face à vos différentes options et les différents intérêts que vous avez. Donc, bon, désolé, je l'ai eu. J'ai changé la couleur. Donc, en fait, on est rendu à informez-vous sur vos options et les intérêts. Donc, là, vous avez vu les paliers. Donc, vous devez, en réalité, regarder ce qui vous intéresse, dépendant le palier dans lequel que vous avez, les intérêts que vous pouvez avoir, parce qu'il y en a qui peuvent dire, ben, regarde, moi, le marché du financier, ça m'intéresse pas. Il y en a qui disent, ben, mon crime, moi, ça m'intéresse, fait que je vais mettre le plus d'argent possible là-dedans. Il y en a que les prêts hypothécaires, ça les intéresse pas. Donc, ça va avec les intérêts, puis aussi avec les différentes options dépendant le palier dans lequel que vous êtes. Donc, prenez le temps de réfléchir à ça, mais surtout, informez-vous là-dessus pour déterminer qu'est-ce que vous pourriez faire avec vos liquidités enregistrées pour voir s'il n'y aurait pas la possibilité de faire davantage de rendement que ce que vous faites actuellement. Donc, prenez le temps de regarder un peu de ça parce que des options pour vos liquidités enregistrées, il y en a quand même beaucoup. Alors, de se contenter d'un simple montant d'un compte épargne avec votre institution financière, ce n'est pas suffisant. Vous devrez regarder les autres options. Donc, prenez le temps de regarder ça pour voir qu'est-ce que vous pouvez faire pour faire plus de rendement. Bonne journée.